Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipement, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. On se retrouve pour la deuxième partie de notre entretien avec la marraine du 25e Salon de la plongée de Paris qui se tiendra du 11 au 14 janvier, Nathalie Lasselin, exploratrice, cinéaste, conférencière, plongeuse technique, plus qu'expérimentée, coach et hypnologue. Si tu n'as pas suivi la première partie de l'épisode, voici quelques extraits. Je me suis mis à plonger très tardivement. Je me suis tout de suite intéressée à la plongée technique parce que par hasard, j'ai croisé un gars sur le bord d'une carrière qui avait 2 bouteilles dans le dos. Et au début, j'étais comme, c'est ça, deux c'est mieux, enfin une pour embêter l'autre, pourquoi 2 bouteilles quoi. Et il m'a expliqué un peu la plongée technique, les rudiments, et moi j'étais vraiment bébé plongeuse. Et en même temps, lorsque je suis allée plonger dans cette mine, j'étais à 20 mètres et j'ai vu le fond, qui était absolument noir. Et une fois de plus, c'est venu me chercher. Je suis quelqu'un qui, pas qui a peur, mais qui connaît la peur, qui aime ses peurs, qui respecte ses peurs, qui les écoute. Je me suis dit, moi, je ne veux pas faire partie des statistiques. Je suis peut-être pas la personne qui a la meilleure résistance, mais c'est pas pour autant que ça m'empêche de faire des choses. Et puis quand on y pense, même encore à l'heure actuelle, Google, il ne ramène pas beaucoup d'images des réseaux karstiques. Faut y aller. Voilà, c'est fini pour la séance de rattrapage. Plongeons maintenant dans la deuxième partie. Cet épisode est vraiment particulier car nous y vivrons une plongée spéléo dans les veines d'eau des roches karstiques sous un coin de campagne tellement reculé du sud de la Chine qu'ils n'y ont vraiment pas l'habitude d'y voir des étrangers et qu'on doit y négocier avec les esprits de l'eau. Fais bien attention quand elle commence cette expérience, tu entendras que Nathalie se met automatiquement en mode plongée, cela s'entend quand elle nous emmène dans cette immersion. Le rythme ralentit, elle entre en focus calme, c'est vraiment saisissant. Nathalie, qui est donc également coach, nous donnera ensuite des astuces mindset vraiment balèzes pour ne jamais perdre pied et mieux gérer nos émotions en situation de stress. Astuces très utiles et pas seulement en plongée. En tant que coach pour Pangaea X de Mike Horn, c'est le genre d'astuces dont j'adore faire profiter mon équipe. Je pense que toi aussi tu auras envie de prendre des notes, ce sont vraiment d'excellents outils. Alors que tu sois là pour une plongée inédite ou pour apprendre les outils et astuces des meilleurs, tu es au bon endroit, mets tes écouteurs ou installe-toi confortablement, c'est parti. Eh bien, on va justement parler d'un autre endroit où tu as été voir de l'eau potable. C'est avec ton documentaire Aqua Incognita. Je vais te demander de nous camper un peu ce décor si particulier. C'est un projet qui se passe dans la région de Duan, en Chine. En fait, une équipe de spéléologues français a commencé à aller explorer un peu par hasard cette région qui n'était absolument pas connue. Les explorations se sont faites dans des réseaux karstiques, avec donc des grottes souterraines très profondes. Ce sont des réseaux qui sont énormes, des volumes énormes, qui font en sorte que très souvent c'est difficile de percevoir le mur opposé. Pour moi, j'avais trouvé ça très difficile à filmer, parce qu'on est tellement dans des volumes noirs et où l'eau est chargée que l'intensité du faisceau lumineux n'arrive pas à atteindre l'autre côté de la grotte. Donc c'est difficile de faire rendre compte de ces volumes-là. En même temps, ce qui est fascinant, c'est que à l'époque, il y avait beaucoup de villageois qui n'avaient jamais vu de blanc. Alors imaginez-vous, vous êtes habillé comme un astronaute, un petit peu avec le recycleur dans le dos, le masque, tout le truc. Et là, vous vous mettez 2 secondes à la place du villageois qui se dit « Ce blanc ou cet occidental, il vient chez moi après avoir fait 9000 km, habillé comme un astronaute, pour venir dans ma source d'eau potable. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher ?» Vous rajoutez là-dessus le fait qu'il y ait des croyances populaires, notamment des peuples Yao,
Oui, Là, on a un problème. Oui, tu peux nous dire, c'est des déesses, enfin, il y a toute Ben, une... c'est ça, il y a les dieux de la source qui Mhm. protègent cette source-là. Le pire chose qui est arrivé à un moment donné, c'est que les Yao, dans leurs croyances, donc, ça c'est assez intéressant, comment on a une implication et comment on doit changer des façons de faire en fonction des coutumes locales. Et c'est extrêmement important. En fait, les Yao, quand quelqu'un est malade, ils vont aller à la source. Ils vont mettre une petite ficelle qu'ils vont attacher au bout d'un caillou. Ils vont mettre le caillou dans l'eau. Cette ficelle-là va sortir de la source et va aller jusqu'au pied du lit du malade. Et c'est comme ça que l'esprit peut finalement voyager à travers ce fil-là qui est imbibé dans l'eau de source jusqu'au pied du malade. Le problème, c'est que les spéléos français, parce que je dirais pas chaque pays, mais en fonction des pays, on n'a pas nécessairement les mêmes façons de faire la plongée spéléo, mais en France, la pratique traditionnelle veut que ce fameux fil d'Ariane, qui est ce fil qui nous permet de revenir à la surface, parce qu'on suit le fil et puis c'est comme le petit poussé, hein, c'est nos petits cailloux, et là on sait qu'on va revenir, ce fil d'Ariane-là, on l'attache à la surface avant de rentrer dans l'eau. Donc là, le Yao, lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a ce fil qui arrive, l'esprit qui va sur ce fil et qui s'arrête en plein milieu de nulle part. Il va où l'esprit après? Il s'échappe, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est la panique pour eux. C'est absolument à ne pas faire. C'est comme si on était en train de tuer en quelque sorte l'esprit. Donc ce qui s'est passé après cet événement-là où les villageois évidemment étaient en panique, hein, ce qui se comprend, c'est de changer la façon dont on attache les fils en France, en tout cas dans cette région-là, et de les attacher à partir du moment où on est sous l'eau. Et ça, c'est une pratique qu'en Amérique du Nord, on va faire. En Amérique du Nord, jamais on va sortir un fil jusqu'à la surface pour des raisons, en fait, de protection de plongeurs, pour pas qu'un plongeur récréatif se dise « Oh, j'ai juste à suivre le fil, je sais pas quoi faire, mais c'est pas compliqué, je vais suivre le fil. » et puis se retrouver à l'intérieur de la grotte. Donc, en fait, en Amérique du Nord, ce qu'on fait, et puis de plus en plus en France, ça se fait aussi, c'est que ce fameux fil d'Ariane va seulement commencer à l'intérieur de la grotte et non pas quelques mètres. Il faut déjà aller le chercher un petit peu pour pouvoir voir le départ de ce fil d'Ariane-là. Et c'est fascinant de voir à quel point nos croyances et nos pratiques peuvent être conflictuelles parce qu'on ne connaît pas les croyances des autres. Là, justement, maintenant, puisque bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font de la plongée spéléo, immerge-nous avec toi depuis la surface jusqu'à, on va dire 100 mètres, et la remontée, ne nous laisse pas au fond, histoire qu'on puisse avoir une impression. Vas-y. Quand on arrive sur le bord de l'eau, on peut très bien se trouver sur une eau qui peut être très très laiteuse, peu invitante, comme une eau qui peut être absolument transparente. Mais ça reste un point d'eau qu'on peut appeler une source, une cénote, à la limite un lac. Et quand on s'immerge dans ce lac-là, très souvent, on va trouver quelque part, en cherchant bien, une petite cavité. Un endroit de roche, calcaire la plupart du temps, qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Si on prête attention, on pourrait même percevoir qu'il y a comme un petit courant qui sort de cette cavité-là. Ce qui est bon signe finalement, parce que ça nous permet de penser que, en rentrant dans la cavité, on puisse arriver quelque part à une source, soit faire une jonction ou un point de départ de cette eau qui s'infiltre à travers la roche. Alors, évidemment, avant d'entrer dans la cavité, il faut être bien équipé. Une bouteille, c'est pas suffisant. Cette fois-là, ça prend une deuxième bouteille pour la redondance. Et puis, ça va nous prendre plusieurs lumières. Ça va nous prendre aussi notre ordinateur, comme tout bon plongeur, pour savoir depuis combien de temps on est parti. Et surtout, à quelle profondeur on est. Parce que la seconde où on va arriver sous ce plafond, nous n'aurons aucune perception de la profondeur à laquelle on va se trouver. Que l'on soit à 5 mètres, qu'on le soit à 100 mètres, le mur peut toujours être juste à 1 mètre de nous. Donc on n'a aucune idée, si ce n'est ce chiffre magique qu'on va voir sur notre ordinateur. Quand on rentre dans cette cavité, il y a plusieurs règles à respecter pour s'assurer de pouvoir en sortir vivant et surtout de profiter de l'expérience et du voyage. Mais une des premières règles, c'est dans tout temps avoir ce fil conducteur. Ce fil qui va nous ramener à la surface. Ce fil qui va nous indiquer le chemin. Si déjà il y a un fil, on a juste à le suivre et en marquant à partir de flèches la direction vers la sortie.
Mais si jamais il n'y a pas de fil et qu'on fait de l'exploration pure, à ce moment-là, on va avoir une grosse bobine de fil, plusieurs mètres, parfois plusieurs centaines de mètres, qu'on va dérouler le long de notre passage. Quand on rentre dans ces cavités-là, après quelques mètres, c'est complètement noir. On pourrait cacher le faisceau de notre lumière et on serait dans le véritable noir, beaucoup plus noir que celui de l'espace quand on regarde le ciel la nuit, puisqu'il n'y aura même pas une étoile, il n'y aura rien. Et excepté le bruit de nos bulles, il n'y aura aucun son, absolument rien. Probablement le meilleur exemple du vide. Mais là, on va rallumer la lumière quand même. On n'est pas pour se faire peur. Quoique, pour certains, ça peut faire peur de rentrer dans ces réseaux-là, alors que pour d'autres, c'est très sécurisant. Certains pourraient même faire l'analogie de se retrouver quasiment comme dans le ventre de leur mère, dans le ventre de la terre-mère. C'est vrai, dans le fond, on est dans un environnement où rien ne bouge, il n'y aura pas de marée, il n'y aura pas grand-chose, où on a juste à suivre un fil pour pouvoir sortir de là ou aller un peu plus loin. Alors si on se concentre sur ce fil-là, si on est en flottabilité parfaite pour pas lever les sédiments, parce que ça on ne voudrait pas, et venir complètement changer la visibilité et se retrouver dans un nuage de poussière, on avance tranquillement et en toute sécurité. On regarde toujours à droite, à gauche avec notre faisceau de lumière pour voir s'il n'y aura pas une autre galerie plus intéressante. Essayer de voir l'endroit d'où l'eau pourrait provenir. Et en avançant, qu'est-ce qu'on observe? Parfois des petites crevettes albinos, complètement blanches. Parfois des anguilles. Parfois quelques poissons, des barbottes qui ont décidé de nous suivre, attirés par le faisceau de lumière. Mais assez rapidement, ils vont rester proches de l'entrée. Et puis parfois, on ne voit rien du tout. On voit rien du tout, mais ce qui peut être surprenant, c'est que dépendamment des grottes dans lesquelles on se retrouve, si elles ont été formées alors qu'elles étaient relativement sèches, on va avoir, donc non remplies d'eau, on va avoir ce qu'on appelle des spéléothermes, les fameux stalactites et des stalagmites. Et les stalactites et les stalagmites sont formés et ont autour d'elles des dépôts de calcite, ce calcaire une fois de plus, le même que ce qu'on peut retrouver dans les vieux poêlons de la grand-mère qui a fait chauffer pendant des dizaines d'années sur le feu cette belle croûte blanche. Et puis on avance, et en avançant dans des galeries où personne n'est allé avant, le simple fait d'expirer nos bulles va venir perturber cette calcite sur le plafond qui va tomber devant nous comme une tempête de neige. Et c'est là où on se rend compte que le simple fait de respirer va avoir un impact incroyable dans cette grotte. Alors on avance, on peut avoir des roches avec des formes particulières, des roches parfois plus poreuses. Ce qu'il faut jamais oublier, c'est que, contrairement à une mine, dans une grotte, la roche la plus friable, la plus fragile, est déjà partie, avec l'action mécanique et l'action chimique de l'eau dans ces réseaux-là. Toute la roche autour de nous est absolument solide. Parfois un peu plus friable, c'est vrai, mais on évite de la toucher. D'ailleurs, on fait toujours la même chose. On ne laisse pas de traces et on ne prend rien sauf des images. En avançant, on regarde toujours nos bouteilles, s'assurer que nous avons assez d'air pour revenir. On va appliquer ce qu'on appelle la règle des tiers. Un tiers pour aller, un tiers pour revenir et un tiers pour la chance. Juste au cas où il nous arrive quelque chose. Lorsque le tiers arrive, on va s'assurer de ne pas avoir dépassé la profondeur pour ne pas avoir trop de décompression. Et là, il est temps de faire demi-tour. Et c'est là que, pour l'explorateur, la question parfois est difficile. Parce que parfois, on n'a pas envie de partir. On se demande une seule chose. Mais jusqu'où cette galerie peut-elle aller? C'est un petit peu comme ouvrir un livre qu'on trouve passionnant. Même s'il y a des passages qui peuvent être un petit peu plus plates, un peu moins intéressants, on a d'autres choix que de finir ce livre, pour aller jusqu'à la dernière page, pour savoir où l'histoire se termine. Alors quand on est sur le chemin du retour, il n'y a une seule chose dans notre tête. Revenir pour pouvoir explorer un petit peu plus loin, pour pouvoir enfin aller jusqu'à la dernière page. Au fur et à mesure qu'on rentre, tranquillement, on va apercevoir au loin un petit faisceau lumineux, celui de la lumière du jour, de l'extérieur. En général, ces entrées-là, la zone de la caverne, est absolument fascinante.
Parce que là, on va pouvoir revoir à nouveau toute la vie, des petits poissons qui nous attendent à notre arrivée, et le soleil qui, parfois, avec ses rayons, viennent faire jouer l'eau et des jeux de lumière sur la roche. Cette roche qui souvent va être claire, même incrustée de fossiles, de cette histoire de la terre et de la mer à l'époque où ces grottes étaient le plancher sous-marin. On peut voir encore des petites coquilles de coquillages incrustés dans la roche. Et puis une fois qu'on a terminé notre décompression, c'est le temps de rentrer à la maison, d'écrire dans notre carnet nos observations et de se dire « on va revenir » parce qu'on n'a certainement pas terminé le voyage. Yes! Génial! Waouh! Alors, ça m'avait fasciné dans ton documentaire que tu as dit, c'est vrai, on ne peut pas envoyer un robot là-bas à la place d'un humain, forcément, on perdrait le contrôle. Donc, c'est vrai, je me suis dit, c'est fou ça, vraiment un endroit où l'être humain reste indispensable. Ouais. Et alors, le défi psychologique parce que le plus grand danger dans ces situations-là, c'est la panique. Donc, il faut vraiment rester dans zen. Qu'est-ce que tu aimes? Tu peux nous expliquer ce que tu aimes dans ce défi psychologique de ces plongées engagées? Alors, deux choses. Heureusement ou malheureusement, il y a un gars qui s'appelle Bill Stone qui est fascinant, qui maintenant a mis au point un robot, le Sunfish, qui peut aller très très loin dans les réseaux et faire des cartographies. Donc voilà, à un moment donné, oui, on va être remplacé. En même temps, on ne sera pas vraiment remplacé par la technologie, mais la technologie est en mesure maintenant de pouvoir aller prendre des données à notre place de façon plus efficace. Ça n'a pas besoin de faire de décompression et tout ça, mais en même temps, on le fait aussi pour se faire plaisir, hein, quand même. C'est sympa. C'est un petit peu comme faire un vol en hélicoptère puis envoyer un drone. Oui, on peut faire des images avec le drone, mais c'est quand même plus sympa d'être dans un hélico. Mais c'est deux choses différentes et complémentaires en même temps. L'aspect psychologique en plongée spéléo, comme toute plongée technique, que ce soit pour des épaves profondes, la spéléo ou de la plongée que j'appelle engagée. Donc la plongée engagée, pour moi, c'est la plongée qui nécessite de planifier, de penser, avant même d'avoir mis la palme à l'eau, il faut avoir pensé tous les détails. En anglais, on va appeler ça les what if. Donc tous les scénarios, si telle situation arrive, comment allons-nous la régler? Et il n'y a pas un livre avec, alors, si A, faites A, machin, si B, faites non. On peut appliquer des recettes, sauf que les recettes ne s'appliquent pas nécessairement en fonction des conditions, de l'environnement, en fonction de l'équipe, de l'expérience de l'équipe, etc. Donc quand on fait ces plongées-là, c'est de bâtir l'équipe avec laquelle on va être à l'aise, on va se sentir sécuritaire et l'équipe qui est prête à faire tout ce qui est nécessaire au cas où le pire scénario arrive. Et même si à l'heure actuelle, on s'entend qu'on a des moyens technologiques qui sont très 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 fiables, celui qui est moins fiable, ça reste l'humain. Ça reste la perception de l'humain, ça reste la non-préparation de l'humain et parfois un petit peu de complaisance qui fait que les coins sont un petit peu ronds. Pour moi, la préparation psychologique, c'est de s'assurer que oui, cette journée-là, je suis prête à faire la plongée, que j'ai confiance en mon équipe, que mon équipe a confiance en moi, que j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec mon équipement. Et quand je me retrouve sous l'eau, et puis ça m'est déjà arrivé hein, d'être dans une situation où je me suis dit je veux pas être ici, je veux juste que ça se termine, ça va pas bien, le petit hamster, il roule un peu trop dans la roue, et je suis pas bien. Et là, je me dis, mais c'est pas grave, on s'arrête, on fixe un point, on respire, on prend une pause. Est-ce qu'il y a réellement un problème? Non. Il y a une perception inconfortable? Ok, correct. Pourquoi est-elle inconfortable? Est-ce que c'est une peur réelle? Est-ce qu'il y a une source de danger? Ou c'est une peur qui est une perception que je porte parce que parfois ce sont des croyances familiales parce que dans notre historique on a toujours dit que telle chose était dangereuse, exemple les requins. Si tous les gens autour de vous disent ouais mais tu plonges avec les requins c'est dangereux, il y a de fortes chances que la première fois que vous allez voir un requin vous allez dire il faut que j'ai peur. Ouais mais il n'y a pas de danger là. Mais c'est tellement ancré, c'est une croyance qui est tellement ancrée que parfois il faut complètement s'en détacher. Ce qui est extrêmement important. Donc c'est d'analyser est-ce que c'est un vrai danger? Est-ce que donc une vraie peur? Ou est-ce que c'est une peur qui est juste basée sur une perception qui est erronée et qui n'a pas sa place? Donc de calmer ça.
Et très souvent, moi, ce que je me dis quand je fais des plongées engagées, c'est ne vis pas tes émotions. Tu n'as pas d'émotions. Tu es quelqu'un, comme un petit soldat ou comme un robot. Tu as une job à faire de A à Z. Quand tu seras sorti, tu vivras tes émotions. Et la raison pour laquelle je me mets dans cet état d'esprit-là, c'est que on sait pertinemment que lorsqu'on a des émotions, notre réflexion est entachée et complètement changée par ces perceptions, ces émotions-là. Très souvent, quand on devient émotif, on va avoir des prises de décision qui seront moins justes. Alors que là, c'est de se dire, on va se baser juste sur les faits. Et on va gérer ça. Appliquer. Action, réaction, basée sur des faits. Et à la fin d'une plongée, il y a des plongées, on a fait face à des situations mortelles, en fait, qui auraient pu être mortelles, en tout cas. Et là, c'est de faire un post-mortem et de se dire, bon, okay, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a réagi de cette façon-là? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Et puis après ça, de se dire, on s'en est sorti, ouf, on a eu peur, mais ça a bien été. Et pour moi, la préparation mentale, psychologique est extrêmement importante. Et en fait, quand j'ai fait ma traversée du fleuve Saint-Laurent, ça a été extrêmement périlleux. C'était de longues heures dans l'eau. Et c'est à ce moment-là que je me suis beaucoup rapprochée de deux choses, l'hypnose et l'auto-hypnose, et la programmation neurolinguistique. Donc de voir un petit peu comment se parler à soi-même, quelle terminologie utiliser, pour que justement notre perception soit différente et de mentir un peu au cerveau, en fait. Ou de mentir aux façons dont le cerveau va réagir basé en fonction de notre passé. Et comment on peut modifier tout ça. Et en fait, par la force des choses, je me suis formée pour devenir hypnologue, pas pour ouvrir un cabinet, mais parce que pour moi, c'est un outil qui est extraordinaire lorsqu'on le pratique régulièrement et lorsqu'on le fait avec beaucoup de rigueur pour pouvoir en fait modifier des croyances ou des façons de faire qui ne sont plus adaptées à ce qu'on veut faire à l'heure actuelle. Ah, c'est fascinant, tout ce qui est hypnose pour préparation, c'est énormément en plongée, hein, que ce soit préparation à l'apnée, que ce soit... Ouais. C'est vraiment un outil extraordinaire. Hein, ça... Exact, ouais. Et en fait, dans beaucoup de sphères de la vie, quoi. Il y a beaucoup d'athlètes sportifs maintenant qui utilisent l'hypnose. Il y a des grands explorateurs qui utilisent l'hypnose et de plus en plus, c'est démystifié. Alors, après, voilà, comme dans tous les métiers, il y a un peu des charlatans, mais pris avec beaucoup de rigueur et d'ouverture, c'est un des outils extraordinaires pour, une fois de plus, sortir de sa zone de confort, élargir ses horizons. Tu as une référence justement fiable, un livre à conseiller ou une ressource par rapport à l'hypnose? Pas nécessairement, mais je dirais qu'une des personnes, moi, qui était le premier à... J'ai toujours été un peu proche quand même de la sophrologie, tout ça, mais celui où je me suis dit, bon là ok, là je touche à ce que je cherche, ça a été Bertrand Piccard, avec son livre Changer d'altitude, parce que Bertrand Piccard, bon ben voilà, c'est le tour du monde en avion solaire, il a fait un montgolfière avant, c'est un psychiatre, c'est un hypnologue, et ses fils et petits-fils de scientifiques extra reconnus, quoi. Une fois de plus, c'est quelqu'un dont la fiche de route est extrêmement étoffé. Et c'est lui, entre autres, bon, il n'est pas le seul, mais c'est lui, entre autres, qui a fait cette fameuse méthode pour pouvoir s'endormir en 20 minutes et pouvoir se régénérer un petit peu comme si on dormait 4 heures. Je dis bien comme si, il y a beaucoup de comme si, c'est pas pareil, mais l'effet est similaire. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à dormir sous l'eau, quoi. T'as dormi sous l'eau? Oui, parce que pendant ma plongée du fleuve Saint-Laurent, donc je savais que j'avais passé quand même beaucoup d'heures dans l'eau, puis à un moment donné c'est quand même fatigant. Donc ce que j'ai fait notamment, c'est une séance d'auto-hypnose sous surveillance, parce que je voulais vraiment qu'il y ait un plongeur qui ait un œil sur moi au cas où. Et là, mais elle ronfle. J'ai utilisé un petit peu... Mais c'est ça, ouais, c'est terrible. Non, je suis pas sûre que ce soit possible de ronfler en tout cas. Et donc je me suis fait une petite séance de 20 minutes tranquille à dormir entre guillemets sous hypnose dans l'eau, sous l'eau. Incroyable.
Incroyable. Ah, ça doit être une, Ouais. une première, Et- non? C'était dans les premières mondiales à tenter le coup, c'est pas possible. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'était fort important pour moi, puis ça a été super efficace. C'était incroyable. Ouais. De pouvoir vraiment comme ok pouf je laisse aller pendant 20 minutes je me régénère et après ça j'étais en forme pour continuer, moi je n'avais pas de problème parce que bon bah ok go, Et la on y va. PNL, ça t'aide en disant, par exemple, je sais bien que certains sportifs disent, au lieu de j'ai peur, c'est je suis excité, ou quelque chose d'effrayant, enfin de dangereux devient un challenge plutôt. Ou c'est ce genre de reformulation qui Voilà, permet exact. de hacker le Ouais, tout à cerveau. fait, parce qu'en fait, ouais, c'est exactement ça, parce que, en fait, si on y prête attention, on se rend compte que souvent, dans notre façon de verbaliser les choses, que ce soit avec nous-mêmes ou avec notre entourage professionnel ou personnel, ben, il y a des choses parfois dans leur formulation qui peuvent être soit irritantes, soit limitantes. Mhm. Et juste de les reformuler, ben, on vient de déplacer la façon de percevoir ce qu'on essaie de faire ou ce qu'on essaie de communiquer. Mhm. Et plus on y prête attention, alors une fois, voilà, c'est de le faire aussi régulièrement et avec assiduité, plus on y prête attention, plus on devient vigilant, et parfois aussi c'est d'être vigilant, de ne plus formuler certaines choses. Et là, je vais y aller avec un autre exemple. À un moment donné, je crois que c'était Mike Horn, lorsqu'il a fait sa traversée du pôle Nord en hiver avec son collaborateur dont le nom m'échappe. Et je sais qu'à un moment donné, ils en ont bavé, hein, sérieusement. Ils avaient froid, ils avaient faim, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de rations. Et Mike Horn de dire « je ne l'ai jamais formulé à l'autre ». Et ça, c'est extrêmement important. Parce que le simple fait de dire à l'autre j'ai froid, j'ai peur, j'ai faim, l'autre de répondre ah ben moi aussi. Et là, ça y est, quel est le sujet de conversation? C'est la peur, la froid, la faim, ou peu importe. Ou ça va pas bien, ou il fait pas beau, le fameux il fait pas beau. Moi je suis tout le temps la météo, mais là chez moi avec la météo, je peux rien y faire. La météo elle est comme elle est. Qu'est-ce que je peux y faire? Là, arrêtez de me parler de la météo, c'est terrible. Et souvent voilà, ça peut être juste des choses aussi simples que ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le formuler? Alors ça veut pas dire de ne pas nier la situation, mais c'est de ne pas la formuler d'une façon où ça puisse devenir le point central d'attention qui fait en sorte que l'aspect négatif ou l'aspect difficile va prendre le dessus. Mhm. Mhm. Wow. Et c'est plutôt de mettre son attention sur, ok, ben peut-être qu'on va se concentrer sur, dans 100 mètres, on arrive à tel point. Ou dans 200 mètres, on arrive à tel point. Ou on vient de parcourir tant d'élévation. Ou voilà, donc de changer son point de focus sur les éléments qui vont être constructifs, surtout dans des situations d'adversité. Et C'est marrant, ouais. je l'entends depuis Mathieu Tordeur, qui avait été le plus jeune à arriver au point central de l'Antarctique en solitaire, en autonomie complète, avait dit qu'effectivement c'était super dur. Il se focalisait, j'allais dans 7 minutes, je me bouffe un bout de chocolat, et vraiment aller tout petit pas par tout petit pas, Ouais. mais de choses qui n'ont rien à voir avec le « oh mon Dieu, c'est loin, oh mon Dieu, j'ai froid ». Ouais. Ah, c'est excellent. Et la PNL, tu l'as appris avec quoi? Alors moi, j'ai suivi des formations. Je dirais que la pandémie a aidé. Au début de la pandémie, vu que j'avais plusieurs billets d'avion que je pouvais déchirer, ça m'a donné quelques temps. Et je me suis dit... Ou en faire un éventail. Ouais, voilà, on fait un éventail. Donc ben voilà, ça a été le moment parfait. J'ai dit bon bah ok, tiens, il y a des trucs que j'avais pas le temps de faire. Est-ce qu'il y a moyen de les faire maintenant? Et puis voilà, avec la démocratisation extraordinaire de tout ce qui est en ligne, ça a été un moment extraordinaire de pouvoir prendre ce temps-là pour travailler davantage ces outils, une fois de plus, qui peuvent nous aider. Alors après, voilà, bon, pareil, hein, dans tout ça, il y a apprendre et à laisser. Là. Et là-dedans, il y a des outils qui sont des petits rappels. C'est un petit peu comme des balises. Hein. Puis je pense surtout quand on dépasse ses limites, quand on essaie de faire des choses qui n'ont pas été faites auparavant, bah, c'est de garder la motivation. Pour la garder, bah, c'est de garder l'inspiration et en même temps de garder des objectifs réalistes, atteignables, et de se donner les outils, donc l'encadrement, aussi bien par les autres que par soi-même, pour pouvoir y arriver. Et c'est d'aller chercher tous les outils inimaginables. C'est-à-dire, bon, voilà, quel outil, moi, va me parler? Quel outil fonctionne, a fonctionné pour telle ou telle personne, et qui, moi, me rejoint. Je peux le faire, mon outil. Et ça, voilà, c'est des éléments extrêmement
intéressant d'abord. Faut être curieux là, mais c'est ça, intéressant puis important pour pouvoir atteindre ce qu'on a juste envie d'atteindre dans la vie, pour être juste bien, content, satisfait, puis en harmonie, quoi. Bah ouais, c'est pour ça qu'avec les interviews, j'essaie de donner un maximum d'outils aux auditeurs en disant, tiens, regardez, qu'est-ce qui peut aider à un grand projet, c'est comme une XP, donc quels sont les outils qu'on peut utiliser. Donc ça m'intéresse de savoir quand tu as vraiment une situation très stressante où tu disais, bon, la moindre erreur devenait mortelle, c'était critique. Qu'est-ce qui t'aidait à rester vraiment focus? Comment tu fais pour dire, bon, allez, les émotions, on rentre dans la petite boîte, je renferme, je vous ressors tout à l'heure. Comment tu arrives à maîtriser ton mental comme ça pour le focaliser sur la prochaine étape à faire? Mais différentes choses, je pense que, il y a toute la préparation avant même la plongée. Tu sais, si je réfère une fois de plus à la plongée que j'ai faite à Montréal, bon, c'était quand même au bout de 15 heures, et puis c'est 15 heures où je vois 1 mètre devant moi, 2 mètres quand ça va bien, je suis en arrière d'un propulseur sous-marin, je me fais frapper parce que parfois je heurte une roche, etc. C'est pas le truc le plus confortable, physiquement ça fait mal, etc. Donc je savais que j'allais faire face à ce genre de situation, parce que j'avais fait des plongées preuve de concept de 20 km, juste pour voir un petit peu dans quoi je m'engageais. La première des choses, c'est que je me suis demandé, est-ce que je suis à la hauteur de ce rêve? Donc, est-ce que je suis prête à m'engager pleinement, peu importe ce qui va arriver, à réaliser ce rêve, en sachant pertinemment que ça se peut très bien qu'à un moment donné, on doive arrêter pour des raisons de sécurité ou autre, ou un accident, ou whatever. Mais est-ce que moi, mentalement, je suis prête à m'engager? Donc, est-ce que je vais y mettre le temps, l'énergie, l'argent, etc., etc., pour le faire? Ça, il faut que ce soit extrêmement clair. Donc, est-ce que je suis à la hauteur de mon rêve? Ou c'est juste que, je fais ça, mais je me suis pas préparée, donc je vais me péter la gueule, je vais être déçue, et ça va pas me servir dans la vie. La deuxième chose, c'est, ok, une fois que ça c'est réglé, bon, c'est bon, je vais m'engager, je vais le faire. Quelles sont les choses auxquelles je risque de faire face, qui sont difficiles pour moi, de les identifier. Et après ça, dans mon cas, c'était beaucoup d'hypnose, auto-hypnose, de me dire, ok, de visualisation, on peut appeler ça de la visualisation, chacun a sa terminologie, de se dire, admettons que je suis dans cette situation-là, puis vraiment, tu vois, juste je t'en parle, je ferme les yeux, tu vois, c'est fou. Puis là, voilà, tu sais, j'ai les 2 mains qui sont devant moi, puis voilà, ce qui peut se passer, qu'est-ce que je peux faire pour balancer, quels sont mes outils, qu'est-ce que je peux, et plus t'imagines, plus les outils viennent à toi. Et moi, je suis une grande fervente du travail passif du cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, je cherche des solutions à quelque chose et je revois. Et tant il y a aussi longtemps que j'ai pas la réponse, je me repasse le film. Puis après ça, c'est comme, ok, c'est tout. Je dors et je sais que le lendemain, le travail va avoir continué et je vais pouvoir avancer dans ce film-là. Donc c'est beaucoup de visualisation. J'écris beaucoup aussi de, bon, ok, ça pourrait être un problème. Je vais juste faire un tout petit arrêt parce que c'est vraiment hyper important ce que tu dis, c'est que parfois les gens pensent qu'il faut qu'ils trouvent la solution tout de suite, mais comme une bonne pâte, laissez reposer, ça gonfle, vous inquiétez pas, le pain sera d'autant plus beau, hein. ça lève quoi, c'est hyper important de laisser le travail se faire. Continue, parce que c'est passionnant, mais ça les gens négligent souvent cette phase de repos qui en fait est hyper importante dans le travail mental et dans la recherche de solutions. Ouais, et merci, parce que c'est extrêmement important. Tu sais, on peut faire les choses vite, ça ira pas loin. On peut prendre le temps de faire les choses, et puis on a des difficultés avec la patience à l'heure actuelle, parce que dans notre monde, ça va super vite, on a accès à tout super vite. Changer de vie en 5 jours. Ouais, c'est ça, tu sais, perdre du poids en 21 jours. Et souvent, tu vois, même ça, tu vois, changer de corps ou perdre du poids en 21 jours. Mais l'objectif, c'est pas de perdre du poids. L'objectif, en fait, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'être quelqu'un qui va mieux manger. C'est pas le résultat final. Sinon, tu mets toute ton attention sur le résultat final, alors que c'est le voyage qui est intéressant. C'est le voyage pendant lequel tu mets en place des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire, des nouveaux enseignements qui font en sorte que ton mode de vie est plus adapté à ce que tu cherches. C'est les changements d'identité, ouais. Ouais, tout à fait. Tu dis, je fais attention à moi, ou voilà, je fais attention à peu importe la chose que je veux réaliser. Et donc le temps, laisser le temps, pour moi c'est un petit peu comme planter un jardin. Je plante toutes les graines dans mon cerveau et je me fais confiance.
Parce que j'ai mon expérience, j'ai ma façon de résoudre les choses. Et peu importe, quand je dis j'ai, c'est peu importe la personne. On a tous réalisé des choses dans notre vie qu'on ne pensait pas être capable de faire. C'est-à-dire, hey, cette fois-là, je l'ai fait alors que les autres n'y croyaient pas, même moi j'y croyais pas. Et pourtant je l'ai fait. Comment je l'ai fait cette fois-là? De revivre ce moment-là. Comment ça se fait que j'ai réussi à le faire? Comment je revis ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau? Puis de se dire, hey, tu sais quoi? Je me souviens plus, mais toi, là, l'autre partie du cerveau, je sais pas laquelle, là, puis peu importe, t'es capable d'aller rechercher ça, puis viens me le mettre là-dedans, là. Viens me le mettre là-dedans. Et en coaching, on fait faire cet exercice-là aussi. Exactement. Ouais. Et c'est voilà, c'est un outil supplémentaire. Et c'est toujours d'aller chercher ces outils-là et de laisser donc le temps faire son travail et puis hop, de se reposer la question. Puis parfois, moi, j'ai des projets sur lesquels ça avance pas, là. Puis parfois pendant 3 semaines, là, puis là, je suis comme, oh, ça avance pas, il faut que je le fasse et tout. Puis à un moment donné, c'est comme, ok, là, dans mon cerveau, je le mets comme priorité. Je le ferai pas tout de suite, mais je prépare mon cerveau d'avance. Comme pour une expédition, je prépare d'avance. Tu sais qu'à un moment donné, telle chose, tu vas devoir la faire. Tu sais pas comment la faire, mais tu sais que les éléments vont arriver. Et là, pouf, je me mets en condition, puis en même temps, sur un papier, c'est comme, ok, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est toute cette combinaison qui, tranquillement, construit, en fait, la façon de trouver les éléments nécessaires pour pouvoir faire telle plongée ou telle expédition, ou peu importe le projet là, qu'on a besoin de faire. Ah, c'est vrai que parfois, mettre juste la question par écrit, tu veux écrire la réponse, mais non, juste la question et l'écrire, hein, plus que de se la poser comme ça pose les choses et il y a déjà du travail qui se fait. Ouais. Et très souvent, en fait, ce que je fais, c'est que non seulement je l'écris, mais je me la lis à voix haute. Et en faisant ça, c'est que tu le vois visuellement, tu le dis, donc tu le communiques à quelqu'un qui est toi-même, et tu l'entends comme si quelqu'un te le disait. Donc, tu as déjà 3 fois. Tu as déjà 3 façons d'entendre la question ou la réponse. C'est 3 fois plus fort que juste comme je l'ai pensé. Les pensées, ça reste là. Alors que là, ça sort, ça revient dans tes oreilles et en plus, tu le lis et tu fais l'action mécanique de l'écrire à la main. Et il y a une étude dernièrement qui a fait des analyses sur l'importance d'écrire à la main. À la main par rapport à un clavier. Par rapport à un clavier, comme quoi c'était un geste qui ancrait davantage les choses que de simplement le taper. Il y a comme une espèce de mémoire aussi. Puis moi, je travaille beaucoup aussi sur la mémoire musculaire. La mémoire musculaire des gestes pour tout ce qui est les procédures de sécurité. C'est extrêmement important. Et surtout avec nous on s'entend, on a le recycleur, on a 4 bouteilles sur les côtés, ça ressemble à rien, mais on a beaucoup de stock. Alors il faut qu'absolument tout soit bien placé et que je sache au millimètre près, au centimètre près, si j'ai un geste à faire précis, ma main, est-ce qu'elle arrive en haut du cou, au milieu du cou, un petit peu plus bas, il faut qu'elle arrive au même endroit. Toujours faire le mouvement. S'il faut que j'arrive une clip, je vais faire 100 fois la clip, je vais refaire le mouvement. Tu vois, même en te parlant, en te le disant, je le fais le mouvement. Parce que c'est ça. C'est pas plus haut dans l'eau, c'est pas plus bas, c'est à cette position-là. Il faut que la clip soit précisément là. Donc cette mémoire musculaire, la mémoire visuelle, c'est pour ça que souvent je parle de l'importance du ressenti, pas juste du visuel. C'est les mains, c'est le corps qui doit savoir qu'est-ce que tout est à la bonne place. Et plus on est réceptif et attentif à ces éléments-là, plus on est en contrôle dans une situation qui sera non contrôlée ou en tout cas inconnue. Excellent. Merci beaucoup, Nathalie. Super. Mais je vais enchaîner avec les questions de mes petites filles, tiens. Est-ce que tu as déjà failli te perdre dans les grottes? Ouais. Voilà, Valentine, 10 ans. Eh ben Valentine, imagine-toi donc que oui, j'ai déjà failli me perdre et c'est quelque chose que je redoute beaucoup. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais avec un ami qui a été mon instructeur de plongée spéléo et on a décidé d'aller explorer dans une grotte où c'est très petit, mais donc c'est pas très haut pour passer, mais c'est quand même relativement large et c'est très très gruyère, donc tu peux passer dans beaucoup d'endroits. Et étant donné que c'est pas très haut, qu'il n'y a pas beaucoup de passages, qu'il n'y a pas de courant, il y a beaucoup de sédiments. Donc le premier il passe et le deuxième il y voit rien. Et à un moment donné, donc on avance, et là c'est clair qu'on n'y voit absolument plus rien. Donc on décide que c'est là notre limite, on va faire demi-tour. Et en faisant demi-tour, lui a réussi à sortir.
Et moi, je me suis retrouvée donc à ne plus rien y voir, à perdre mon fameux fil d'Ariane, et ma lumière en fait me servait à rien parce qu'il y avait tellement de particules très 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 fines dans l'eau que ça me faisait un petit peu, quand on est sur les hautes lumières en plein brouillard, c'est pire qu'autre chose. Et là, je me dis, on était quand même très très loin de la sortie, plusieurs kilomètres, et on était au moins 1,5 km, et là, je me dis, oups, j'ai plus ma ligne, j'ai aucune idée où elle est. Et ce qui était terrible, c'est que dans ma tête, je voulais bouger. Je voulais tellement bouger. Et là, je me suis dit, non, tu retournes à la base. La base, elle te dit quoi? Tu te stabilises, tu ne bouges pas. Donc, j'ai mis une main au sol pour m'empêcher de bouger, parce que sinon, j'aurais pu faire une petite rotation. Et simplement de faire une rotation de 90 degrés, j'aurais pu ne pas retrouver ma ligne. Parce que les lignes, c'est un petit peu comme du fil à coudre, hein. Parfois, elles sont pas très grandes, c'est un petit peu plus gros quand même, mais c'est vraiment pas très gros. Et là, je me suis dit, ok, tu t'arrêtes, tu respires, t'as du gaz. Bon, tu vas pas y passer la journée, mais t'as quand même de l'air. Et tu vas te dire, la dernière fois, où as-tu vu ce fil? Il était en bas, à droite. Et là, avec le bout de mes doigts, j'ai cherché le fil, ça m'a pris plusieurs minutes. Mon ami s'est pas rendu compte que j'étais pas en arrière parce que on n'avait vraiment pas de visibilité, les lumières n'étaient pas capables, on n'était pas capable de communiquer avec les lumières. Donc lui était reparti, mais c'était correct, c'était comme ça. Et là, ça m'a pris vraiment un très très long moment pour retrouver le fil. Jusqu'au moment où là, je l'ai retrouvé et je suis sortie. Alors c'était une situation très inconfortable. Je l'ai pas aimé tout de suite parce que la première chose que le cerveau fait, c'est comme ça y est, c'est fini. Puis là, on fait comme, mais non, c'est pas fini, là. On se calme, on revient à la base, on fait ce qu'on a appris quand on était bébé plongeur spéléo, et ça, on sait que ça fonctionne. Et là, on est comme dans un mode de survie, et puis on se dit, ben voilà, on t'a expliqué comment ça fonctionnait, donc tu fais ce qu'on t'a expliqué, parce que tu sais que ça fonctionne. T'as juste besoin de le faire. T'as pas besoin de questionner quoi que ce soit, tu fais confiance à ces enseignements-là. Il y a plein de choses comme ça dans la vie, on fait comme, ben voilà, on revient à la base, ça fonctionne. Donc on fait ça, après on discutera. Puis à un moment donné, je suis sortie un peu plus loin. Là, il s'était rendu compte que j'étais pas là. Il m'a demandé t'es ok. On a vérifié si on avait encore assez d'air pour sortir. Tout était beau. On est sorti. Puis à la fin, on a fait comme ah ouais, quand même, hein, c'était pas confortable celle-là. Pas confortable. Voilà, à nouveau voilà. Le PNL en action. Exactement. Je vais te poser la question d'Amandine, 8 ans. Mm-hmm. Est-ce que tu as vu des animaux inconnus? Ouais, alors ce qui est super drôle, c'est que en fait, parfois, on voit des espèces qui sont pas connues ou peu connues, mais on le sait pas. C'est un peu ça qui est drôle. Je me souviens notamment, il y a plusieurs années, on a fait la traversée du passage du Nord-Ouest, donc au Canada, donc de l'Ouest à l'Est du Canada par l'Arctique, et on était avec une biologiste marine. Et moi, à chaque plongée, donc je vois une petite crevette machin, je fume la crevette et tout, mais entre une crevette striée blablabla et l'autre striée blibli, pour moi, c'est une crevette striée. Oui. Et en fin de journée, je lui montre les images et elle est comme oh, waouh, on l'a jamais vue, celle-là, c'est génial et tout. Ah bon? Bon, tant mieux, écoute. Donc, ça arrive. Alors, à moins d'être vraiment expert spécifique d'une espèce où là, on s'en rend compte tout de suite, il y a effectivement plusieurs fois où on a vu des espèces peu connues ou non documentées dans une région spécifique, et grâce aux experts d'une espèce, là on se rend compte que effectivement c'était une rencontre qui était assez unique. Alors oui, ça peut encore arriver. C'est beaucoup moins fréquent dans les grosses espèces, mais dans toutes les petites espèces, et je dirais les déclinaisons, soit de nudibranches, de crevettes ou autres invertébrés ou machin, là c'est encore possible. Donc, il reste encore plein de choses à découvrir dans les océans. Ouais, et même dans les grottes, j'étais super étonnée. Il y a une petite méduse d'eau douce dans les grottes là de Douane. Ouais. Tu avais... C'est dingue ça, je croyais que c'était uniquement en eau salée. Eh ben non, et imagine-toi donc même dans des carrières au Québec, dépendamment de la température de l'eau, etc., de façon cyclique, il y a des méduses qui vont remonter proche de la surface. Ouais. Ça fait quelques années qu'on voit ça dans quelques lacs et carrières au Québec. Ouais. Et il y a des espèces fascinantes. Moi, il y a une espèce en fait qui me fascine, qui s'appelle une hydre. Donc on connaît un peu dans la mythologie Hydra.
L'hydre Ouais, de voilà, Lerne, ouais. tu lui coupes les têtes et ça repousse, et ça existe vraiment cette bestiole, et j'adore. Et en fait, il y a des scientifiques en Suisse qui travaillent donc sur la cellule de l'hydre pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de s'en inspirer ou de l'utiliser pour la régénérescence de certains tissus. Et c'est fascinant. Ouais. Mais la tête, non pas la tête quand même. Hein. La tête ne De repousse l'hydre. pas. Si, tu... Et ça repousse. Oui. Ouais, Allez. c'est fascinant. Alors, on mince. s'entend, hein, Ouais. c'est tout petit. Et dans le réservoir Manicouagan, j'en ai filmé et moi, ça me fascine. Ça me fascine, ces espaces-là. Ah, mais oui. Je savais qu'il y avait des pattes entières qui pouvaient repousser chez des amphibiens, etc. Mais alors une tête, Bon, ça, on j'aurais appelle ça jamais une tête, imaginé. on s'entend, il n'y a pas de yeux, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche, là, mais c'est ça, c'est l'extrémité de chacune des branches, si on veut, de l'hydre. Ouais. Ce que j'aimais bien aussi, c'est quand tu parlais de ces sensations que tu pouvais avoir, d'être vraiment en connexion avec la nature, avec le tout, quand tu es prise comme ça dans l'élément eau. Je trouve que c'est vrai que plus tu creuses, plus tu t'intéresses à des problèmes, qu'on voit toujours des problèmes tous différents, un peu séparés. Et puis plus tu creuses, plus tu dis, mon Dieu, mais tout est lié en fait. Moi, c'est quelque chose qui me fascine au quotidien. Ouais, effectivement, c'est quand t'es en immersion, puis c'est une des raisons pour laquelle aussi j'aime beaucoup la plongée solo, même en grotte ou ailleurs, évidemment avec tout l'équipement de sécurité là nécessaire, c'est que tu peux vivre pleinement le moment présent. Tu sais, quand t'es vraiment dans le moment présent, c'est que en plus t'as toutes tes sensations qui sont au maximum, tes ressentis qui sont au maximum. Toutes les antennes sont sorties. Exact, donc que ce soit le toucher, que ce soit l'ouïe, etc. Et t'es tellement alerte, c'est extrêmement intense. Hein. Parfois, on sort de plongée comme ça, puis on est, je suis fatiguée, pourtant, j'ai pas travaillé physiquement plus qu'il faut, j'ai pas fait tant de palmage, etc. Mais c'est tellement tu es alerte et en contact direct avec l'environnement. Et ça, pour moi, c'est des moments extrêmement précieux et desquels on apprend beaucoup. Et en même temps, quand je suis dans ces réseaux-là karstiques, effectivement, il y a quelque chose de tellement basic, de tellement simple et de tellement universel qu'il y a quelque chose de très très fort pour moi sur l'essence de la vie et l'interconnexion de tous, où voilà, c'est la façon de répondre aux besoins le plus élémentaire après respirer, qui est de s'hydrater, se trouve dans ces rivières-là, quoi. Et ça, pour moi, il y a quelque chose de très beau et de très fort qu'on retrouve dans ces environnements-là. Et en même temps, pour moi, c'est pas un environnement, c'est un environnement qui parfois peut me faire peur, mais c'est un environnement dans lequel je me sens bien, en sécurité, et si je pouvais rester des heures et des heures et des heures et des heures, je serais très bien là-dessous. Ouais, oui, c'est tes moments de flow, quoi. Ouais. Ah, excellent. Alors, ta position de témoin privilégié, enfin, drôle de privilège parfois, des effets de l'activité humaine sur la qualité de l'eau te mène à vouloir agir et à faire agir. On en a déjà un peu parlé. Ce que nous faisons à la nature, nous le faisons à nous-mêmes. Tu aimes à le répéter. Comment tu penses qu'on peut amener les gens à agir, à plus de conscience Je pense que la journée où on comprend que ce qu'on fait à l'environnement autour de nous-mêmes, on se le fait à nous-mêmes. La journée où on en prend réellement conscience, là, je pense que déjà, il y a un chemin de parcouru. Et en plus, l'autre truc, c'est que c'est pas parce qu'on va faire attention à la nature que nécessairement on va perdre en niveau de vie ou en qualité de vie, au contraire. Et ça, je crois qu'il y a un truc qui est parfois mal véhiculé ou mal compris. Souvent, on se dit, ouais, mais là, s'il faut faire attention à ça, on peut plus faire ça, etc. Puis, c'est de se poser la question, à savoir déjà, première des choses, si on voit, par exemple, notre relation aux biens matériels. Très souvent, il y a un stress qui vient avec l'acquisition et l'entretien des biens matériels auxquels on pense pas. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir accès à ce bien matériel dont on peut avoir besoin d'une autre façon, plutôt que de l'acheter, de s'endetter pour l'acheter, de l'entretenir, et de l'utilisation de ce bien matériel-là
Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, puis ça c'est peut-être ça qui est compliqué parfois, c'est de pousser à la réflexion plutôt que au des raccourcis, sur le fait que prendre soin de l'environnement, en fait c'est prendre soin de soi, c'est de s'alléger aussi la vie, de moins s'encombrer, de moins se préoccuper. Et il y a vraiment une façon de repenser un petit peu notre mode de croissance, ce foutu satané mot. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, cette croissance-là? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'accumuler des trucs qui vont se retrouver à la poubelle, dans le fond du garde-robe ou dans le grenier ou je ne sais où? Puis qu'est-ce qui nous fait ultimement du bien? Qu'est-ce qui nous remplit la journée là, à la fin là, souvent non, moi je veux faire un projet, puis j'ai des projets dans lesquels je me suis beaucoup investie, auxquels je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, un jour je vais être une vieille petite bonne femme, et puis est-ce que je vais être une vieille Tati Daniel? Est-ce que je vais être aigrie? Est-ce que je vais avoir plein de regrets? Ou est-ce que je vais me dire, bah tu sais quoi, t'as peut-être pas réussi, mais au moins t'as essayé. Et juste ça, pour moi, c'était la réponse. Et à chaque fois que j'ai un projet, parfois il y a des projets qui me font peur, notamment quand j'ai fait la traversée du fleuve Saint-Laurent, puis tout le monde autour de moi me disait, ben Nat, franchement, à quoi tu penses, patati patata. Puis un jour, j'ai dit, ouais, mais la journée là où je vais me dire, ouais, tu te souviens, t'avais un rêve, t'as même pas essayé. Je les ai eu comme ça là. Là, j'ai fait comme, non. Si jamais je suis obligée de me répondre, t'as même pas essayé, je peux pas me regarder dans le miroir. Donc, quand on se pose ce genre de questions qui sont des questions essentielles, je crois que là, on devient en mesure, puis c'est des questions parfois qui font un peu mal, parce qu'on se regarde dans le miroir tel qu'on est, pas tel qu'on aimerait être. Je pense que là, ça replace les choses, ça met les pendules à l'heure, et là, on se dit, ah ouais, ça c'est vraiment important. Et le reste, non. Peut-être que c'est un pansement, mais c'est pas ça qui est important. Et je crois que quand on arrive à jouer franc jeu avec soi, de se regarder froidement et de se poser les vraies questions et d'oser aborder les vraies réponses, tout d'un coup on se libère de beaucoup de choses dont on n'a pas besoin, qui nous encombrent l'esprit. Tout ça parce qu'on sent parfois la pression sociale, parce qu'on sent des choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est un exercice qui nous permet de vraiment vivre en meilleur équilibre. Puis tu sais, souvent je dis aux gens, c'est drôle, mais un coucher de soleil ou un lever de soleil, c'est banal, là. Franchement, il n'y a rien là. Il se lève tous les jours, le soleil il se couche tous les jours. Mais comment ça se fait qu'on est tous comme « Oh waouh, c'est beau !» Comment ça se fait? C'est banal. Il n'y a rien là, quoi. Mais je connais personne qui, à un moment donné ou un autre, se dit pas « Oh, quand même, c'est beau. » C'est simple. Et c'est d'aller, pour moi, c'est de se reconnecter avec ça. Et la journée où on accepte de jouer franc jeu, on rentre dans un autre rapport en fait à la vie. Puis on se rend compte qu'on est vraiment plus épanoui, plus heureux, quoi. Parce qu'ultimement c'est ça, quoi. Je veux dire, quand on est libéré de toutes ces pressions-là, ben non, on met vraiment les priorités à la bonne place. Et après ça, évidemment, on a une responsabilité, quoi, parce que la planète, on est aussi valable que n'importe quelle espèce animale, On n'est pas non plus la source de tous les maux, parce que ça, parfois, à un moment donné, ouais, c'est à cause de nous, les humains. Ouais, mais on en fait quand même partie aussi, On a juste à regarder les castors, ils font un méchant bordel sur les arbres. Donc, il y a d'autres espèces aussi qui sont pas super cool. Donc, c'est pas noir et blanc. Et puis, il faut arrêter les antagonismes. Souvent, ce que je trouve dommage, c'est que dans le discours actuel, c'est un groupe contre un autre groupe. Il faut arrêter. On est tous dans le même bateau, la même planète. Et puis, à moins d'aller faire un voyage aller simple sur Mars, bien à vous si vous voulez y aller, mais pour l'instant la seule planète qui peut nous faire vivre, c'est quand même celle sur laquelle on est. Donc voilà, c'est de se dire voilà comment on peut en profiter tout en la respectant et en étant le plus nourri dans les deux directions avec cette planète là, quoi. Et tous les autres occupants. Ouais, mais bon, c'est vrai que parfois tu reviens d'un moment nature, un moment en pleine nature, et puis tu reviens et tu te sens très petit. En même temps, tu te sens très petit et tu te sens très grand. Je sais pas si je veux dire, tu te sens tout petit devant un énorme paysage, devant l'océan, devant ça. Et en même temps, tu laisses derrière toi une certaine coquille et tu te dis, mais en fait, je suis tout petit, mais la vie est en fait tellement plus magique que ce que je me permets de vivre au quotidien. Tu vois ce que je veux dire?
Je suis peut-être pas grand-chose, mais on fait partie d'une magie, en fait. Et pourquoi je voudrais après retourner à une vie où ça se passe juste par carte bleue, dans des petits carrés de béton, à faire des trucs que j'aime pas toutes mes journées. Et c'est ça, je trouve, un peu entre se sentir tout petit et tellement plus grand, en fait. C'est un truc que moi, et puis très souvent, tu sais, en même temps, très souvent, quand on est de retour dans nos trucs de béton et de carte bleue, on se dit, ouais, mais c'est parce qu'il y a un humain en face de moi. Puis tu sais, c'est drôle, hein, mais parfois tu vois, les gens ils disent pas bonjour, quoique bon, en France on dit plus bonjour dans les commerces et tout ça, mais tu sais, ou alors ouais, quelqu'un qui a pas l'air content, dis-lui un petit mot, fais-lui un petit sourire, fais-lui une petite plaisanterie qui est même un petit peu une plaisanterie un peu beauf, il va sourire. Et là tu viens de casser la glace. Et là tout d'un coup, ça se peut que tu aies fait la journée de la personne, puis en même temps, toi tu t'es fait plaisir parce que tu as fait ta journée aussi. Et souvent on se dit, voilà, on est en réaction. Il n'a pas l'air content, alors nous non plus, on n'est pas content. Bon. Ça marche pas. Il n'est pas content. On ne sait pas ce que la personne elle vit. On a aucune idée. Puis peut-être que nous, on a une journée de merde, et puis on fait, putain de journée, j'aurais pas vécu celle-là, on passe à demain. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour la changer? Au Québec, on va dire l'expression, si on ne vaut pas une risée, on vaut pas grand-chose. Donc si on peut pas rire de soi, on vaut pas grand-chose. Et de ramener le rire et la dérision voilà, des trucs qu'on se dit, c'est pas vrai que j'ai fait ça, oups. Et tout de suite, on vient d'alléger, puis on vient de s'ouvrir à autre chose, parce que plus on est léger dans notre perception, plus on se déconnecte aussi de ces émotions parfois qui nous grugent, plus on est en équilibre, et ça, la nature nous l'apporte. Et puis, quand elle nous l'a apporté, après, c'est de dire, peut-être que je peux l'apporter à des gens qui ont oublié que juste d'aller dans le parc au coin de la rue, là, ça se peut qu'il y ait 2-3 oiseaux qui provoquent le même sentiment. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Juste au parc pas loin. Et voilà. Et puis, le parc pas loin, en plus, il coûte rien pour aller dans le parc pas loin. Il coûte rien, ça prend pas de temps. Il est juste là. Et je pense aux gens parfois qui nourrissent les pigeons et qui discutent avec les pigeons. Ok, bon, en théorie, on n'est pas censé les nourrir, les pigeons, là, mais et alors? Ça leur fait du bien. C'est un contact avec la nature qui est accessible. Ah oui, carrément, c'est pas à dévaloriser, c'est certain. Alors, dis-moi un peu, un objet indispensable pour toi, hors de l'équipement de plongée, évidemment, ou un outil qui t'est vraiment spécifique pour ton type de plongée? Je te dirais que l'outil indispensable, c'est quand même entre les 2 oreilles. Par contre... Oui, c'est vrai. Tant qu'à faire. Si, tant qu'à faire. Avec toi. Par contre, je te dirais que je traîne depuis des décennies, depuis mon enfance, un opinel, que je me sers pas nécessairement tout le temps, mais mon opinel. J'ai un attachement à mon opinel. Il y a des choses comme ça, j'ai un attachement à mon opinel. Tu vois, j'ai un petit bracelet de corde parce qu'un petit bout de ficelle, ça sert tout le temps. Il y a des choses comme ça, qui sont rudimentaires. Un coup, tu as un petit bout de ficelle. Mais ouais. Ouais. Comme dans tout bon livre d'aventure. je sais pas, mais peut-être. Quel est le fail qui t'a le plus appris? Le fail. Justement, quand j'ai fait ma traversée de Montréal, moi, je voulais faire une seule plongée. Et dans ma tête, c'était clair que c'était une seule plongée. Et puis, j'ai dû le faire en 2 plongées. Et la personne qui m'a dit, non, Nat, t'as 2 options, en fait. Soit, tu sors de l'eau et puis ton projet, tu le refais l'an prochain. Ou t'acceptes de sortir de l'eau. On sera avec toi demain matin, parce que j'avais une équipe de 25 personnes, 5 bateaux, ça prenait des bateaux différents, parce que dans les rapides, c'est pas le même genre de bateau qu'ailleurs, etc. Et t'acceptes de sortir de l'eau, et demain matin, au soleil, on va être là, tu pourras poursuivre. Quand on m'a dit ça, c'est parce que je n'avais pas traversé les rapides de la Chine 2 jours, donc on était rendu en pleine nuit, ils pouvaient pas assurer ma sécurité, c'était pas sécuritaire pour l'équipe. Et moi, à ce moment-là, je pouvais continuer, je n'avais pas de problème, je pouvais les attendre, là, c'était correct, sauf que eux, ils pouvaient plus. Et la personne qui m'a dit ça, en fait, c'est ma conjointe. C'est elle qui m'a sorti de l'eau. Sur le coup, il y a eu de la négociation,
En même temps, quand j'ai préparé ce projet-là, j'avais 3 superviseurs. Donc j'avais 3 personnes qui se relayaient l'une après l'autre. Et on s'est entendu, je leur avais dit, écoutez, l'élément le plus faible pendant la traversée, la personne qui sera le plus affectée, le plus fatiguée, etc., ça devrait être moi. Donc si à un moment donné, je veux faire quelque chose qui n'est pas raisonnable, et que j'ai au moins l'accord des 3 superviseurs qui est contre mon avis, je vais vous suivre. Mais il faut que vous soyez d'accord. Et c'est ça qui est arrivé. Donc j'avais établi les règles du jeu. Les règles du jeu, j'ai dû les digérer. Ça m'a pris du temps. On a négocié, puis je me suis assurée que le lendemain matin, l'équipe allait être là pour pouvoir poursuivre le projet. Quand je suis sortie de l'eau, j'ai pas fermé l'œil, évidemment, parce que là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça fonctionne pas? Qu'est-ce que j'ai raté pour qu'on en arrive là? Il y a un truc que j'ai mal calculé. Donc j'ai pensé à ça. J'étais extrêmement déçue. J'étais pas fière d'être sortie de l'eau. J'étais pas contente. Puis en même temps, en fait, le lendemain matin, quand j'ai vu mon équipe revenir pour me rejoindre sur le bord de l'eau pour poursuivre, je me suis dit, ils sont là. Ils m'ont pas lâché. Parce que ce projet-là, c'est mon projet. C'est le projet d'une seule personne. Eux, ils sont là parce qu'ils croient en mon projet. Ils sont là de façon bénévole. Ça leur prend plus de temps que prévu. Ça se passe pas comme c'était censé se prévoir. Et ils sont toujours là. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu sais, Nat, c'est pas grave. Tu la vivras pas, l'expérience de faire une seule plongée. Ça, tu la vivras pas. Par contre, le but de l'expédition, lui, il est toujours là. Et ce qui est encore plus fort, c'est que ce projet-là, ce n'est plus mon projet, mais que c'est devenu notre projet. C'est le projet de 26 personnes qui, en dépit de l'adversité, sont là avec toi. Et ça, c'est plus fort que ce soit ton projet. Donc, à un point de vue de plongeuse, ça a fait mal parce que j'aurais vraiment aimé vivre ce que ça allait être une seule plongée. Mais à un point de vue humain, j'ai eu une très belle leçon de la vie. De se rendre compte que d'écouter les autres, ça prend des compromis, ça prend de mesurer la valeur de ce qu'on fait et l'engagement non seulement de soi mais des autres, et que ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et c'est effectivement ce que c'est devenu par cet événement qui a été de me faire sortir de l'eau. Et c'était une belle leçon de vie. Dure, mais belle. Ouais, merci pour le partage. Le succès dont tu es la plus fière? Moi, je sais pas. Chaque petit pas, je suis contente. Chaque succès, quand un film est bien reçu, quand je donne une conférence et qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me prennent dans leurs bras parce qu'ils ont le goût d'un câlin. J'ai des gens qui sont venus pleurer dans mes bras à la fin d'une conférence parce que ça les avait rejoints. Ça me touche énormément. De parler aux jeunes, ça me touche énormément. Aux petits vieux, ça me touche énormément. Les succès, c'est pas nécessairement les soirées où on a les talons aiguilles puis la robe et tout ça. Ouais, c'est le fun. Quand j'ai été reçue au temple de la renommée des femmes en plongée, c'est sûr que c'est le fun. Dans la région de New York, machin, les froufous, machin, c'est cool. Ça fait plaisir. C'est un baume, c'est la reconnaissance de ses pairs, c'est extrêmement important. En même temps, il y a des petits mots qu'on reçoit parfois dans les courriels ou sur Facebook, peu importe, qui sont extrêmement touchants. On se dit, là j'ai rempli ma mission. La mission que je m'étais donnée, je suis sur la bonne track. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent me voir, pour moi c'est comme des balises qui viennent me dire, t'es sur la bonne track. Ouais, t'as décidé de faire ça, c'était pas écrit, c'était pas un métier, mais t'es sur le bon chemin. T'es bien aligné là, t'es sur ton X. Génial, génial. Au cours des 5 dernières années, qu'est-ce qui t'a le plus fait évoluer, que ce soit dans ta technique ou dans ta manière de voir le monde? Dans les 5 dernières années, Joker. Oui, toutes les questions sont pas évidentes comme ça. Enfin, il y a eu la Covid, donc là tu m'as déjà parlé de la PNL qui t'a quand même fait apporter des outils sympas. Donc ça, on en a parlé. C'est sûr que la Covid, ça a été un temps de pause qui a permis effectivement de remettre un peu des pendules à l'heure. Dans ma vie, je te dirais, il y a eu... Avant, je faisais beaucoup de tournages pour les autres, etc. Puis après ça, c'était encore plus... Bon, voilà, je dédie ma vie à ce qui me semble primordial. Et en faisant des choix de vie qui font que certaines choses, oui, pourraient être utiles, mais non, je les mets de côté parce que ce n'est pas primordial. Donc ça a quand même été un bon...
finalement un bon moment. Et puis bon, j'ai été extrêmement privilégiée de pas avoir à en pâtir directement. Là, enfin. Ouais. Ouais. Si tu avais Nathalie, une petite Nathalie de 17 ans en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais probablement d'être moins gênée, moins timide. Je suis quelqu'un de très réservé, très timide au départ. Probablement, j'aurais dit, allez, tu fais la même chose, mais fois 2, hein. Oh ben dis donc, j'ose pas imaginer ce que ça aurait donné alors. Dans le monde de l'aventure, qu'est-ce que tu entends souvent comme avis ou conseil, mais qui est complètement faux? Ah ouais, si, oui. Alors, un truc, moi, qui m'insupporte. La meilleure pièce d'équipement, la meilleure marque. Ça te prend ça, sinon tu peux pas le faire. Ça m'énerve. Il y a plein d'outils, il y a des bons outils, il y en a qui sont moins bons, mais il n'y a pas un outil qui va pour tout le monde. Mais c'est pas parce que tu as tel truc que tu peux pas le faire. Tu sais, je veux dire, il y a des marathoniens qui courent patouiller, quoi. Je sais pas comment ils font, là, mais ils sont capables. Ouais. Donc voilà. Donc le truc, non, mais si t'as pas trop ça, avec voilà. les marques, ouais. Ouais. Genre, non, mais si t'as pas ça, tu peux pas, quoi. Pardon, si. Oui. Voilà. Les ingrédients pour réussir sa vie, réussir un grand projet. T'as l'air pas mal qualifié pour répondre à ce genre de questions. La confiance en la vie, confiance en soi, de s'encadrer, de bien s'encadrer. Des personnes qui vont nous inspirer, qui vont nous motiver, directement ou indirectement, qu'on les connaisse ou pas, hein, mais de s'assurer d'avoir des bonnes sources de motivation, et puis de fêter les succès, les petits succès, les grands succès, que ce soit à la fin de la journée. Ah, bah, aujourd'hui t'as fait ça. C'est plutôt de dire, ah ouais, non, mais j'avais ça à faire, j'ai pas eu le temps, Tiens, t'as fait ça aujourd'hui, c'est bien. Bravo. Next. C'est ça, tous les petits, toutes les petites étapes, les honorer, ouais, ça je pense que c'est important. Puis après, il y a plein d'autres choses là, mais je te dirais que c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. C'est déjà vrai qu'on parle souvent hein. de la to-do list qui ne fait que de toute façon que s'allonger, hein, on n'arrive jamais à bout. Mais la done list, elle a regardé tous les soirs, elle dit, j'ai quand même fait ça. C'est vrai que ça change la donne. Hein. Je le fais parfois, je suis toujours contente et puis j'oublie de le refaire, mais je vais me la remettre en route, tiens, la done list. ouais, tu sais, ou parfois comme les 3 choses. Il y avait, je sais plus qui m'avait dit ça comme truc à un moment donné, mais c'était d'écrire à la fin de ta journée les 3 choses que tu as fait aujourd'hui que tu es content. Le journal de 5 minutes. Génial. Ouais, voilà, pas que tu as fait ou que tu as vu, tu vois. Ouais, super. Tu sais, du genre, je sais pas, il y a quelqu'un qui t'a ouvert la porte. Tu sais, des petits trucs cons comme ça, mais tu fais comme, ah, c'était sympa ça. Ouais, ça n'a pas besoin d'être grand. Ouais. Et ça change, ça change les choses. Ouais, vraiment. Moi, j'ai déjà fait pendant plusieurs fois, c'était un 5 minutes journal, les 3 gratitudes du matin, les 3 gratitudes du soir. C'est ça. Mettre une intention sur ta journée. C'est tout bête, ça prend pas de temps, mais ouais, ça va. Des petites choses comme ça, ouais. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire? Alors pendant longtemps, j'ai utilisé une citation de Dumas qui était, je veux pas la dire tout croche, mais la vie c'est selon le verre à travers lequel on la regarde, que j'aimais beaucoup. Et puis il y en avait une de Jules Verne, et là j'ai un blanc de mémoire terrible. J'ai pas un énorme en bas de mon email, mais bon. Mais ça, j'aimais bien de Dumas, en fait. Parce que dans le fond, ouais, c'est ça. C'est comme, la vie, elle est comme on veut la voir, quoi. Comme on veut l'interpréter, comme on veut. Et ça, parfois, c'est bien de se le rappeler un peu du genre, ah, regarde, si t'aimes pas ce que tu vois, bah, tu changes ta façon de le voir. Ou tu regardes ailleurs. Ah, notre vie, c'est d'abord dans le regard qu'on porte sur les choses. Hein. Ça, c'est vrai. Donc, ça veut pas dire de nier, des choses, mais, voilà. On peut peut-être les regarder différemment. C'est le verre à moitié plein, à moitié vide, quoi. Ou se demander pourquoi il y a quelqu'un qui a versé le verre à moitié. On ne sait pas, mais voilà. Alors, ton actualité du moment et tes projets futurs. Alors, tu as une prochaine expé bientôt, dans un réservoir que tu connais déjà bien, mais qui n'a encore beaucoup de choses à livrer. Ouais, c'est l'expédition Impact Manicouagan. Donc, c'est une expédition qui se fait dans le 4e plus grand cratère d'impact au monde, qui a été rempli d'eau par la création d'un énorme barrage hydroélectrique au Québec. Donc c'est une série d'histoires dans ce lieu mythique qu'on appelle l'œil du Québec, parce que ce cratère d'impact, il y a 215 millions d'années, il y a 60 ans, donc ce méga projet industriel de réservoir hydroélectrique, l'hydroélectricité est devenue publique plutôt que privée, ce qui était extraordinaire pour l'histoire du Québec.
Mais l'histoire qu'on a complètement occultée, c'est que c'était, et c'est toujours, un territoire traditionnel des peuples de Pessamit, des Inuits de Pessamit qui étaient noyés. Donc imagine que tes grands-parents, ils avaient une maison quelque part, t'aimerais y amener tes enfants, et tu peux pas parce que ça se retrouve 110 mètres sous l'eau. J'aimerais t'amener, j'aimerais pouvoir léguer ce territoire-là, pouvoir faire la chasse, la pêche avec les petits-enfants, et tu peux plus. Ils ont jamais été dédommagés par cet ennoiement-là. Donc pour moi, c'est d'y retourner pour la 4e fois, de faire une plongée symbolique, parce que les Inuits, les peuples autochtones, c'est pas comme nous, ils sont pas en train de bâtir des maisons en pierre ou en béton, c'était des tentes, c'était des camps de base, donc qui ne laissent pas de traces dans la nature, mais c'est de retourner sur cet endroit-là et de rapporter des images à la communauté et de faire mémoire du fait que oui, on est privilégié d'avoir de l'hydroélectricité à faible coût, etc. Par contre, c'est un territoire qui a été sacrifié. Donc pour moi, ça s'inscrit dans un geste aussi de réconciliation avec les peuples autochtones, de rétablir une reconnaissance de leur richesse et de ce qu'on peut apprendre de leur part. Et puis, d'un autre côté, ce que je me languis aussi, c'est d'être quasiment au mois de janvier pour être au Salon de la plongée de Paris. Oui, voilà. Ouais, parce que ça, tu vas donc être la marraine de ce 25e salon. C'est un anniversaire qui aura lieu donc du 11 au 14 janvier à Paris Porte de Versailles. Le thème du salon, c'est la plongée à 360 degrés. Toutes les plongées, partout en eau douce, en eau salée. Et donc, on pouvait évidemment pas mieux choisir que toi. Ouais, ça, je trouve ça super. Et puis, honnêtement, ça, tu vois, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que je suis expatriée, hein, et puis de revenir chez soi et puis d'avoir l'honneur d'être la marraine du plus grand salon de la plongée francophone. Et j'en ai fait des salons de plongée un peu partout dans le monde, que ce soit Singapour, aux États-Unis, etc. Et celui de Paris, là, c'est le plus festif. Ça fait des années que je viens au salon de la plongée à Paris. J'adore ce salon. C'est un rendez-vous incroyable. Tu rencontres toutes sortes de personnes. Que ce soit des plongeurs techniques, des explorateurs, des plongeurs débutants, des professionnels de la plongée. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment la plongée dans tous ses états. C'est de l'apnée, c'est le palmas tuba de base, c'est de la plongée dans les eaux chaudes, c'est de la plongée dans les eaux froides, dans les grottes, etc. C'est l'armée, les pompiers, les biologistes, les scientifiques de tout acabit, les archéologues, tous les gens qui ont affaire, les photographes évidemment, les vidéastes, il va y avoir le concours photo aussi dont on va donner les résultats pendant le salon, et c'est un rendez-vous. Enfin moi au mois de janvier je suis à Paris quoi. Même c'est pas pour les soldes, hein, c'est pour le salon de la plongée. et ça c'est extraordinaire. Et en plus franchement quand on m'a demandé d'être la marraine de Paris, du salon, ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait plaisir. C'est vraiment un honneur pour moi. Et puis en plus pour le 25e anniversaire, c'est malade quoi. Oui. C'est malade, c'est top. Oui. C'est trop c'est bien. Vraiment top. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Si tu as des réseaux sociaux ou tu as un site web, ça je sais. Ouais, où est-ce qu'on peut te suivre le... Écoute, il y a sur mon site web Aquanat, sinon c'est sur Facebook Nathalie Lasselin Aquanat, sur Instagram où je suis un petit peu, ça va être pas mal là-dessus, donc ils sont encore fonctionnels. Bien, un grand merci pour ton temps encore ce matin pour toi, cet après-midi, oui. avec le décalage horaire. Ouais, là c'est fin de journée pour toi, début du week-end. Oui, exactement. Quelle meilleure manière d'entrer dans le week-end qu'une bonne discussion, franchement. Merci beaucoup. Ça va. Merci beaucoup de ton temps. Merci de créer ce podcast. C'est vraiment cool. Tu as eu plein de beaux invités. Puis je trouve que c'est une belle façon d'inspirer les gens. Alors, bonne chance et longue vie à ton podcast. Ça me touche beaucoup. Dans les notes de l'épisode, tu retrouveras les liens directs vers les épisodes avec les formidables François Sarano et Laurent Balesta que nous avons évoqués lors de notre discussion. Alors si tu aimes les plongées extraordinaires, tu peux continuer l'expérience.
Un énorme merci à Nathalie Lasselin pour cet entretien vraiment spécial que pour ma part, je vais réécouter de temps en temps pour me faire un petit coaching perso avec une des meilleures dans sa discipline. C'est aussi à cela que servent les podcasts. Si nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons le plus, écouter des personnes aussi inspirantes nous font progresser. C'est prouvé. Alors surtout, ne vous en privez pas et partagez cet épisode s'il vous a plu, car avec vos oreilles, comme tu le sais si tu m'écoutes régulièrement, je plante des arbres. Donc plus il y aura d'oreilles, plus on aura des chances de transformer ce projet en forêt. Imaginez que tous ceux à qui l'épisode a plu le partagent avec une ou deux autres personnes. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer l'impact que cela peut avoir, mais c'est énorme. Donc dans les notes de l'épisode, vous trouverez un lien pour le partager facilement. Ce serait génial d'avoir votre aide. Un grand merci d'avance. Alors un grand merci aux auditeurs fidèles. Merci à ceux qui nous ont rejoints pour ces 2 épisodes. N'hésitez pas à faire un bout de chemin avec Storylific. Merci aussi à AS Adventure pour leur soutien. C'est aussi grâce à eux que je peux planter des arbres. Et merci à ceux qui me font l'immense honneur de me soutenir sur Patreon. Si tu veux rejoindre ce petit groupe bien sympa, le lien est aussi dans les notes. La semaine prochaine, on se retrouve déjà pour un autre épisode en mode plongée avec un autre plongeur tout à fait extraordinaire en son genre, la centrale énergétique Frédéric Tardieu. Car tu verras, le bonhomme a une énergie de dingue qu'il met au service de sa fondation Sulubai qui restaure les écosystèmes sur et autour de sa petite île confetti, redevenue paradisiaque grâce à ses soins et ceux de son épouse et de toute une série de bénévoles qui y apportent leur contribution. On te raconte cette belle aventure vraiment pas ordinaire et terriblement inspirante dans le prochain épisode. Frédéric sera d'ailleurs au Salon La Plongée pour présenter son film. À bientôt!